Sa femme a fait une très grave dépression. Sa femme a fait une grave dépression. Elle était enceinte. Il dit qu'il l'a énormément soutenue. Et maintenant, c'est lui qui se trouve très déprimé. Parfois, il a envie de mourir. Il a beaucoup de mal à s'exprimer. Dans mon cabinet, il est plutôt silencieux. Il dit que son couple ne va pas très bien parce qu'ils sont fatigués tous les deux. Il manque de patience avec les enfants. Il n'aime pas décevoir les autres et il dit qu'il culpabilise pour tout. Sa femme a arrêté de travailler pour garder les deux petites filles qui ont 7 ans et 3 ans et maintenant elle veut chercher de nouveau du travail. Ça, c'est l'anamnèse, donc je le vois à une première consultation et ensuite, quand je le revois la semaine suivante, c'est pour sa première hypnose. Donc il veut que j'axe la séance sur cette fatigue intense qui ne le quitte pas. Je demande à son inconscient s'il y a une raison à cette fatigue intense. Son inconscient, donc par le signaling, me répond oui. Il n'y a pas de remontée de traumatisme en particulier. J'ai beau mener mon enquête. Et lui, Thierry, me dit qu'il ressent quelque chose de très désagréable, mais il ne sait pas quoi. Il a l'impression que conscient lutte toujours. Je vois que son visage se crispe et je perçois une lutte intérieure. D'un coup, il me dit que des images remontent de lui beaucoup plus jeune. Il se voit sur le rebord d'une fenêtre au 6e étage. Il est à cheval, un pied de l'autre côté. Il se sent mal. Il savait que c'était un appel à l'aide. Il a 10 ans et il a envie de sauter. Sa mère entre dans la chambre et lui dit « Chiche, t'es même pas cap ». Moi, je trouve ça assez violent lorsqu'il me raconte ça. Et il me dit, en fait, que sa mère avait raison puisqu'il est là. Depuis ce jour, il s'est fermé et il n'a plus exprimé quoi que ce soit. Il ressent de la tristesse et de la résignation. Il revoit après, comme image, un conflit avec sa sœur, de nombreuses disputes, jusqu'à ce jour où il a pété les plombs et il lui a serré la gorge très fort, trop fort. Mais il ne ressent aucune culpabilité par rapport à ce geste. Ses parents l'aimaient, il l'aime toujours. Il dit que c'est sa femme qui a poussé pour avoir ce deuxième enfant. Il ne voulait pas ce deuxième enfant. Il trouvait qu'à 3, il y avait de l'harmonie. Pendant l'hypnose, donc Thierry n'arrête pas de parler. Il libère la parole seul, sans que j'intervienne. Il trouve qu'il n'a pas été aussi aimant qu'il aurait dû l'être avec sa seconde fille. D'ailleurs, elle lui a fait payer en étant toujours dans les bras de sa mère et en refusant qu'il l'embrasse. Elle le rejetait. Maintenant, cela va mieux et c'est sa grande qui réclame plus de câlins. Il continue. J'étais mal dans ma peau d'enfant, peut-être un manque d'attention et d'amour. Je ressentais beaucoup de choses et j'étais incompris. J'avais moins de réussite scolaire que mes frères et sœurs qui avaient sauté une classe. Depuis, je me suis rattrapée professionnellement. L'aînée, ma fille aînée garde les choses pour elle. Je n'ai jamais été à la hauteur et cela me rend triste. Je suis trop exigeant avec les autres et moi-même. Faut-il que je change de travail? La situation est compliquée. Changer de voie, qu'est-ce qui m'épanouirait? J'ai toujours cherché à satisfaire mes parents. Je cherche un regard positif. J'aime la nature et les enfants, la transmission. Je sens de la peine en moi et de la frustration qui remonte, et c'est de plus en plus fort. Je demande alors à l'inconscient de Thierry de laisser toute cette peine et cette tristesse s'échapper. Il reprend. Mon père aussi était très égoïste. Il ne vivait que pour lui. Il a toujours cherché à plaire aux gens, faire plaisir aux autres pour lui-même, mais pas pour moi. Ma sœur était très forte en gym. Il la suivait parce que cela avait un intérêt pour lui. Je ne suis pas un raté. J'ai un sentiment de rejet. Mon père change maintenant, il vieillit. Je suis triste pour lui. Là, il se met à pleurer. Mes parents n'étaient pas heureux ensemble. Et ensuite, lorsque nous avons été grands, ils se sont séparés. Le nouveau compagnon de ma mère est simple et gentil. Maintenant, elle est heureuse. Je revois ma première petite amie. Oh, la relation était très compliquée, un vrai coup de foudre, amour-passion, alors qu'avec ma femme, c'est amour-raison. Lorsque j'ai fait mon pneumothorax, elle m'a aidée. Après 10 jours d'hospitalisation, lorsque je les ai retrouvés, j'ai eu l'impression de renaître. Je n'ai pas peur de la mort. Non, je n'ai pas peur de la mort. Et Thierry s'arrête de parler d'un coup. Je mets fin donc doucement à cette première hypnose. Deuxième hypnose, donc une semaine après. Quand Thierry arrive,
Il me dit qu'il n'a pas eu le temps de se poser. Mais le soir même, il est resté dans sa bulle avec de la musique. Il a continué le dialogue intérieur. Il s'est senti moins triste, même s'il y a encore un blocage au niveau du sternum. Il se sent plus apaisé. Je recommence l'hypnose en posant la question de la tristesse de Thierry. Remonte un souvenir de vacances à la plage avec des amis. Au départ, il ne voit pas le rapport avec sa tristesse, puis il voit encore le regard de son père et des autres enfants, mieux que lui, toujours mieux que lui. Son père, toujours davantage fier des autres, plus fort en sport, plus fort à l'école. Il se sent mal aimé. Je continue à poser des questions à son inconscient. Puis d'un coup, son visage devient souffrance. Il étouffe, de la gêne, de la douleur. Il dit que son estomac est à l'envers. Il éructe. Moi, je me dis qu'il va peut-être vomir. J'ai l'impression de quelque chose qui cherche à s'échapper, mais qui reste bloqué. Il se tord sur le fauteuil. Il se met à crier, à pleurer très fort. Il a des soubresauts. Son corps tressaute littéralement. Il se penche en avant, la bouche ouverte, avec un hoquet, comme s'il allait vomir. Il se met à crier, très fort. Thierry va se tordre en émettant des sons bizarres. Pendant plus d'une heure, il ne répond plus à aucune de mes questions. Je le sors doucement de l'hypnose. Il repart sans me poser de questions. Je refais une troisième hypnose 15 jours après. Il se sent mieux et se souvient d'avoir vomi ses émotions à la dernière hypnose, mais il sait qu'il a encore des choses à sortir. Il a eu beaucoup plus d'énergie, ce qui est curieux, puisqu'il ne dort absolument plus. Je parle à son inconscient de son insomnie et lui demande de faire remonter, de libérer à Thierry les traumas qui lui pèsent et l'empêchent de dormir. Cette fois-ci, très rapidement, il respire vite et se met à pleurer. Il ronfle très bruyamment, avec des bruits gutturals. Il articule difficilement et me dit « C'est un truc de dingue, mais j'ai des images de mort, mais pas dans cette enveloppe. » Je demande s'il y a d'autres personnalités dans Thierry. Pas de réponse. Thierry se met en position fétale sur le fauteuil, puis se laisse tomber. Il pleure et émet de drôles de sons, comme des pleurs de bébé. Je demande à l'inconscient de Thierry si je peux continuer avec cette autre personnalité. Thierry se met à crier « Quelqu'un que mon père avait voulu que son père connaisse. Je n'y peux rien. » Mon grand-père est décédé avant ma naissance. Il hurle, il est en position fétale sur le tapis. Je n'étais pas suffisant. L'insatisfaction de mon père, pour son père, pas pour lui. Il dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole. Je demande le nom. Thierry change de voix, plus fine, plus petite. Il continue à faire le bébé. Cela dure 20 minutes. Je commence un monologue. J'explique que deux dans la même enveloppe, ce n'est pas possible. La sienne est fatiguée. Il faut que tu sortes de ce corps et en trouves un autre à naître. D'un coup, Thierry reprend sa voix. Georges, il s'appelle Georges. Thierry pleure. J'aurais voulu t'aider, mais je ne peux pas. Il faut que tu t'en ailles. Je suis désolée. Vraiment, je n'ai pas le choix. Je suis désolée. Il a un bourrisme très important. Torsion du corps, spasme qui dure plusieurs minutes et comme une délivrance avec un soupir. Sorti de la transe, Thierry me dit qu'il ne connaît pas de Georges dans sa famille. Il ne comprend pas. Il va demander à ses parents. À la dernière séance, je saurai que Georges est un frère qui est mort-né juste avant sa naissance. Il a été enterré dans un cimetière dans lequel Thierry s'est rendu quelques semaines après. Thierry n'a plus jamais été dépressif et a retrouvé un sommeil réparateur. Ça, c'est la première histoire. J'ai choisi une autre histoire qui est assez parlante cette fois-ci. C'est une femme âgée d'à peu près 54 ans, Anne. Anne ne dort pas et surtout, elle ne s'endort pas. Elle flotte toujours entre deux eaux dans un esprit brumeux, peu clair. Elle n'a jamais eu un bon sommeil, surtout à partir de l'âge de 40 ans. Comme elle ne s'endort que vers 2, 3 heures du matin, elle est fatiguée et elle oublie tout. Ce qui la gêne énormément dans son travail en tant que vétérinaire. Elle vit seule, sans enfant, elle n'est pas zen et voit toujours le verre à moitié vide. Elle lit beaucoup mais oublie vite ses lectures. Elle lit juste pour s'occuper. Elle fait du vélo de 8
de 80 à 110 km 2 fois par semaine. Elle marche beaucoup, pratique la randonnée et le ski. Elle me dit qu'elle n'arrive pas à s'endormir malgré la fatigue physique. Elle peut s'assoupir 10 minutes, puis se réveille brutalement avec une lutte intérieure. Elle est l'aînée de 4 enfants. Sa mère est décédée en août. Leur relation était très bonne. Elles étaient très proches. Quand je commence la première hypnose, Anne pleure dès le début de l'induction et se met à tousser très fort. Je demande s'il y a une raison aux insomnies d'Anne. Non. À son mal-être? Non. Elle pleure de nouveau. Je demande à son inconscient de faire remonter ce qui est important pour elle. Anne grimace. Je demande ce qui remonte. Pas de réponse. Elle pleure encore plus fort. Elle a très chaud. Elle me dit que ça la brûle à l'intérieur. Elle se griffe le visage et se tire les cheveux. Son corps se tord. Des gémissements. Elle marque une souffrance sur le visage. Je vois des gouttes de sueur qui perlent à son front. 10 minutes après, Anne a des frissons. Elle dit qu'elle a froid partout. Elle claque des dents. Elle sent ses doigts et balaye tout son corps. Elle se frotte très fort le corps et les membres pour repousser, évacuer. Elle crie. Je demande ce qui remonte. Elle prend la voix d'un petit garçon. Il me répond que cela ne me regarde pas. Je demande un nom, Anne ricane, et me fait non avec le doigt. En sortie de transe, elle me dit qu'elle a ressenti de la brûlure et de la douleur. Elle me parle de la tumeur du cuir chevelu qu'elle avait à sa naissance. Elle ressentait de fortes brûlures à la gorge. Elle avait l'impression que sa gorge rétrécissait et qu'elle allait s'étouffer. Elle ressentait des pulsations dans tout le corps. Il y avait quelque chose. Elle repart assez perturbée. La deuxième hypnose. Pendant quelques jours, elle s'est sentie à l'ouest avec une grande tristesse. Pour le sommeil, rien de flagrant. Elle ressent un grand vide, vide sur lequel elle n'arrive pas à mettre des mots. Pendant la nuit, lorsqu'elle s'endort, elle se réveille brutalement en sueur. Je commence mon enquête. Est-ce qu'il y a une raison aux insomnies d'Anne? Je ne sais pas. À sa tristesse? Je ne sais pas. À son mal-être? Je ne sais pas. J'insiste. Fais remonter cette partie bloquée à l'intérieur d'Anne, cette partie invisible d'elle-même. Libère-la. Je vois une augmentation de son rythme cardiaque. Lorsque je lui demande ce qui remonte, elle me dit noir, 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 tout est tellement noir et profond. Est-ce que c'est quelque chose? Non. Est-ce que cela se cache derrière le noir? Oui. Anne a des soubresauts de tout le corps très importants. Anne, arrivez-vous à voir ce qui se cache derrière le noir? Pas de réponse. Peux-tu libérer ce qui est dans le noir? Oui. Alors fais-le. Elle se griffe terriblement le visage, puis un sourire sardonique, un rire très fort, très long. Je demande s'il y a une autre personnalité. Oui. Est-ce que tu peux la libérer? Oui. Elle se prend les bras et berce quelque chose. Elle crie non, au secours, c'est affreux, j'ai peur. Il s'ensuit un grand silence qui dure plusieurs minutes. Anne ne répond plus. J'attends. À la sortie de la transe, elle me dit qu'elle était terrorisée. Elle voyait des rideaux noirs qui bougeaient, un terrible rire démoniaque et le visage d'une ancienne marionnette qui représentait le diable, le mal. Puis une bassine avec du goudron à l'intérieur, quelque chose de chaud dedans. Dans la bassine, elle a trouvé son bébé. Je lui demande qui est ce bébé, car elle n'a pas eu d'enfant. Elle me dit qu'elle ne sait pas. Sans doute le bébé qu'elle n'a pas eu. Elle ne voulait pas qu'il parte. Puis finalement, sur mon insistance, elle lui a dit « Va, vis, deviens ». Elle sait que c'est le titre d'un film qu'elle a beaucoup aimé et qui lui est venu à l'esprit. C'était une vraie dualité. Qu'il reste, qu'il parte. Puis elle a senti un apaisement, même si elle reste très perturbée. Troisième hypnose. Elle se sent vraiment mieux, plus reposée, moins tendue, beaucoup plus de joie de vivre. Mais pour le sommeil, ce n'est toujours pas ça. Je commence l'hypnose en cherchant directement une libération. Est-ce qu'il y a des choses à libérer pour le bien-être d'Anne? Grimace. Elle me dit qu'elle a très froid. Rien ne remonte. Pourtant, elle sent une présence au fond d'elle, tout au fond. Je tente de proposer, de jeter l'autre âme dans un puits magique. Elle me dit que c'est compliqué, que ça colle, qu'elle n'y arrive pas. Elle me redit qu'il y a une présence diabolique au fond d'elle, mais qu'elle n'arrive pas à la faire remonter, que cette présence se terre, se cache. Au sortir de la transe, elle me dit que parfois, elle peut être méchante jusqu'à blesser les gens. D'un autre côté, parfois, elle se sent plus enfant qu'adulte. Finalement, elle est rarement Anne.
Elle ne sait pas ce qu'elle est, c'est flou. Elle voudrait se réaligner, qu'elle fusionne. Elles sont séparées. C'était violent. Elle avait comme une couronne qui lui enserrait la tête. Elle ne maîtrisait rien. Elle voyait des couleurs, un ours blanc, du bleu. Elle me dit qu'elle est parfois Anne et parfois autre chose. Quatrième hypnose. Elle est sortie de la dernière hypnose très fatiguée, sonnée, interpellée. Elle se demande ce que c'est, ce que cela signifie. Si elle est folle sans le savoir, peut-être qu'elle est schizophrène. Pourtant, elle s'est sentie plus légère, comme si elle pouvait souffler. Cela lui a fait penser à Colère de Denis Marquet ou mon initiation chez les chamans de Corinne Sambrin. Je reprends le questionnement. Anne recommence à bouger dans tous les sens et à grimacer, allant d'un visage au sourire sardonique à une grimace de douleur et la bouche crispée, fermée. Elle répond par des écholalis à mes questions, chante la 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 la, lou 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 lou. Cela dure plus de 20 minutes. J'essaie de trouver le prénom de l'âme qui l'habite. Elle me dit qu'elle le voit brillant, bleu, froid. Et d'un coup, elle me dit Joseph, c'est Joseph. Puis elle se tord et rit. Puis psalmodie, froid, 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 en arrachant son pull au niveau du ventre, bleu, vide, le vide, j'ai mal, j'ai si mal. Elle claque des dents. Je demande, Joseph, es-tu là? Oui. Es-tu d'accord pour libérer Anne et partir? La chanson continue. La 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 la. Je continue à questionner. Est-ce que tu as peur? Non. Est-ce que tu as froid? Oui. Est-ce que tu te caches dans le ventre d'Anne? Oui. Est-ce que tu es un petit garçon? Oui. Je tente de raconter une histoire où Joseph est dans un sac kangourou. Anne le porte. Je place Anne sur un chemin et à la croisée des chemins, elle aperçoit une montgolfière. Je demande à Joseph d'en choisir la couleur. Elle monte dans la nacelle et s'envole. Après un discours sur la légèreté de l'être et sa liberté, je dis à Joseph qu'il peut se libérer et partir s'il le désire. Anne ouvre les mains. Elle me dit qu'elle est d'accord. Je demande à l'inconscient de me faire le signe oui lorsque Anne aura pu libérer Joseph et le laisser partir. Il me fait oui, 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 oui. Je vois la sueur qui coule sur le front d'Anne, un grand sourire sur son visage après un soupir de soulagement. L'hypnose a duré plus de 2 heures. À la sortie de l'hypnose, immédiatement, Anne me dit Joseph est parti. Je l'ai laissé partir. Je ne sentais plus mon corps. À la place de mon ventre, il y avait une plaque glacée. J'avais froid. Tout était bleu, brillant, glacial, pas solide, évanescent. Il n'a jamais été dans le sac. Il me tenait la main. Pas de traits, une silhouette, une densité, mais personne, comme un petit bonhomme dessiné par un enfant. Des bras et des jambes en allumettes, denses, mais impalpables. On a ouvert le sac ensemble. J'avais très, très, très chaud. Il est parti comme un papier, un personnage de Chagall, une sorte de cerf-volant. Je n'ai pas eu l'image diabolique de la dernière fois. C'était plutôt mélancolique. Depuis, Anne n'a plus eu de problème de sommeil, d'oubli et de concentration. Voilà pour ces 2 histoires. Est-ce que vous avez des questions, des réflexions? Waouh, ça nous laisse sans voix, hein. Je Moi, vois. ça me fait penser à plusieurs histoires que j'ai entendues de prêtres exorcistes. Il y a pas loin de chez moi, pas dans mon ancien chez moi, il y a le prieuré Saint-Jean. Il y a Père Gérard et Père Patrick qui exercent là et quelquefois ils m'ont raconté des histoires un peu similaires. Donc là, en général, ils interviennent, ça dure ouais, 1 heure et demie, 2 heures. Ils font leur petit rituel d'exorcisme et il se passe des choses un peu similaires. C'est Ça remet intéressant. beaucoup de croyances en question parce que, après, ce sont des personnes dont j'ai eu des nouvelles longtemps après, 1 an, 2 ans après, et je sais qu'elles vont bien. Ah, c'est magnifique. Bravo. Donc, c'est magnifique et en plus, ça questionne aussi sur la psychiatrie qui, qui a des fois un regard sur les multipersonnalités très psychopathologiques. Oui, Et avec l'hypnose, on a un autre regard. complètement. Ouais. Merci beaucoup pour ce partage. De rien. Moi, je Vous connais n'avez pas de questions par... Oui?
Et moi, j'ai une C'est bien ce question. pratique que j'appelle la libération d'âme, puisque j'ai suivi une formation d'hypnose spirituelle en fait. Et donc, je trouve que c'est toujours assez spectaculaire en fait, surtout quand la personne prend une autre voie. Et l'hypnose se prête quand même beaucoup à ce genre de manifestation. Je trouve que c'est effectivement un moyen d'accès et un moyen de libération qui peut être assez rapide. Et, et je vois que tu as utilisé pas mal de métaphores et tu as laissé beaucoup les choses se dérouler pour que ça se passe en fait. Et je trouve que c'est un beau récit. Et moi, j'ai appris une approche un peu plus directe où on demande de partir dans la lumière, on demande s'il y a quelque chose qui retient. Il y a plein d'astuces pour favoriser le départ de ces autres, de ces parasites en fait. Mm. Voilà. Complètement. En fait, de toute façon, dès qu'il y a des abréactions, je laisse se dérouler jusqu'à ce que l'abréaction se termine. Et ensuite, je ne prévois rien. Je laisse moi-même, au fur et à mesure, parler ce qui me vient. Et j'utilise ce qui me vient au fur et à mesure, Ouais, c'est très bien. sans prévoir quoi que ce soit. Et tu as lu de la littérature sur le sujet? Ça Non, pas m'intéresse, particulièrement. Aux esprits Non, possessifs de Edith Fioré, en fait. Je ne sais pas si vous non, connaissez. non. C'est une psychologue américaine qui, dans les années 80, qui a écrit 2 livres. Un qui s'appelle Nous avons tous déjà vécu, qui s'intéresse aux vies antérieures. Et puis elle a écrit un deuxième livre qui s'appelle Nos esprits possessifs. Parce qu'un jour, en croyant dérouler une vie antérieure, en fait, elle se rend compte qu'au niveau biographique, ça peut que être ici dans la vie présente, en fait. Enfin, parce que c'est concomitant à la vie moderne. Et du coup, elle interroge cette autre personne et elle arrive à la même chose que toi, un départ, une séparation, un départ et un laisser partir. Voilà. En fait, j'ai lu par contre, en fait, j'ai lu pas mal, j'ai pas lu de livres sur particulièrement les esprits possessifs, je vais le noter, mais j'ai lu La vie après la mort, oui, j'ai lu des livres sur le sujet par rapport à la réincarnation. Bravo en tout cas, c'est chouette. Et puis c'est très bien écrit le récit. Ah, merci. Sandrine, vous Alors vouliez moi, je poser une... suis... oui, c'est vrai que les récits, je suis restée accrochée. Oui, tu nous as bien emportés. Et pourtant, voilà, enfin, moi, je fais ça toute la journée aussi. Par contre, je suis très curieuse d'avoir la mise en œuvre et le mode opératoire de cette transe, de cette hypnose dissociative. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous donner le déroulé et le process? Eh ben, en fait, c'est une mise en transe. Après, c'est un peu compliqué en quelques mots. En fait, simplement, je fais une dissociation, remonter l'inconscient, et par un signaling, je fais répondre l'inconscient par oui ou par non, en décision avec lui, et je garde le conscient de la personne présente. Je fais une D'accord. balance entre son conscient et ce qu'on peut appeler son inconscient, qui peut être aussi le subconscient, peu importe le mot qu'on lui donne, mais cette partie d'elle-même auquel elle n'a pas accès, avec cette hypnose, en fait, je maintiens une balance. Donc, c'est le plus compliqué, c'est de maintenir la balance pour pas avoir trop de conscient et pas avoir justement un départ de ce qu'on pourrait appeler inconscient ou subconscient. Et en même temps, si j'ai trop d'inconscient, je ne sais pas ce qui remonte. Donc, on peut parler de Mais transpartiel. après c'est difficile d'expliquer exactement, il faut une formation. Oui. Est-ce que ça ressemble à une transe partielle? Ça me fait penser ce que tu décris, par exemple, au Swan de Philippe Miras. Je ne sais pas si tu connais ça. On parle de transe partielle et donc finalement l'inconscient s'installe dans la main et la personne est consciente, elle est dissociée et voilà. Et donc c'est son inconscient qui discute. En fait, elle est installée, je la limite, elle peut s'installer partout, mais après, avec l'expérience, je ne la laisse pas s'installer où elle veut. Parce que si je laisse s'installer où elle veut, une fois, j'ai eu un patient qui me dit si, je vous répondais, mais avec mes orteils. Dans les chaussures, ça fonctionne pas. Donc, je suis un peu plus directive de ce côté-là. Je l'oblige à répondre avec les mains, les doigts. Il peut choisir sur une seule main ou sur les deux mains. C'est l'inconscient qui choisit, mais je suis assez directive sur sur le signaling de réponse. Et donc tu n'as pas besoin d'une transe profonde en fait avec une induction, avec des approfondissements. Non,
non, Pour avoir une personne non, en semi-sommeil. non, je vais assez vite. Je vais relativement vite. Ah oui. Ouais, ça me fait penser Donc, au soir. en moyenne, je mets 20 minutes. En moyenne, 20 minutes. Chez certaines personnes, ça peut être 5-10, c'est rare. La plupart du temps, c'est 20 minutes. Ça peut m'arriver avec des personnes un peu plus âgées de mettre plus de temps. Maximum, ça doit mettre 50 minutes. En tout. Non, la transe, l'induction. L'induction. Ah oui. L'induction peut Ah être oui, plus longue. 50 Mon minutes. induction dure 20 minutes en moyenne. Ça peut m'arriver dans des cas très particuliers où ça met plus de temps, puisque je veux cette balance. Tant que je l'obtiens pas, tant que j'ai pas de signaling, tant que j'ai pas de conflit, j'avance pas. J'attends. Merci beaucoup. Et j'utilise jamais, sauf, j'utilise des métaphores, mais jamais de script. Oui, Colombe. Quand le client est dans son histoire, qui est en train de revivre des émotions fortes, est-ce que ça t'arrive de le questionner ou alors tu laisses le client dérouler ses Je émotions? je laisse toutes ces émotions, toute la réaction sans l'interrompre se dérouler. Si l'émotion qui a besoin d'être libérée met 1 heure, je laisse pendant 1 heure se libérer. Je ne commence mon enquête qu'à partir du moment où il y a eu toute la libération émotionnelle. D'accord, ok. Et je la cherche, en fait. Au départ, de toutes mes transes, je cherche au départ la libération émotionnelle. Toujours. D'accord. Donc, est-ce que tu as, une méthode pour faire monter une émotion ou Non, je ça parle vient tout directement. seul? J'attends. Bon, j'ai le signaling, hein, j'ai fait le conflit, j'ai le signaling. À partir du moment où j'ai du signaling, je demande en direct à l'inconscient de faire remonter, de libérer les émotions. Et après, en fait, j'insiste, j'attends. Bon, ça m'arrive de ne pas en avoir, mais en règle générale, ça finit par lâcher. Je pousse mes questions jusqu'à aller là où ça fait mal, en fait, en règle générale. D'accord. Je vais aller essayer, je vais sentir la faille et ça c'est, je pense que c'est dû à mon expérience en tant que thérapeute, hein, parce que moi j'ai fait un cabinet, maintenant ça doit faire 30 ans, donc j'ai mon expérience en tant que psychologue. Avec l'anamnèse, je sais plus ou moins là où ça va faire mal, je le sens et j'y vais. Et donc, tu vas aller questionner sur son émotion. Et là, Ouais. il y a un dialogue. Et quand ça lâche, tu laisses. Je laisse lâcher et après je commence mon enquête. Parce qu'il va y avoir différents traumas qui vont remonter et en fonction des nœuds traumatiques à défaire, je vais aller, sachant que le nœud traumatique, ça peut des fois être quelque chose qui peut nous paraître très important à nous en tant qu'adultes et en tant que conscients, mais des fois, il y a des choses qui remontent de l'enfance qui n'étaient importantes qu'au moment où ça s'est joué dans l'enfance. Voilà. Un trauma de 5 ans, c'est pas forcément quelque chose qu'on va imaginer, nous adultes, que c'est si important que ça. Mais c'est la façon dont le patient l'a vécu à 5 ans. Merci. Merci beaucoup. Et Fabienne, Oui. merci pour ces 2 récits. Là, donc, on a compris que les squatteurs, ce qui n'était pas forcément évident pour moi au départ, c'est des esprits. C'est des esprits. Ouais. Est-ce que ça signifie que dans tous les clients, patients, je ne sais pas ce que tu dis, qui viennent à ton cabinet, tu recherches des esprits ou tu as pris juste ce thème-là pour la soirée? J'ai pris ce thème-là pour la soirée et ça m'arrive rarement. Sur le nombre d'hypnoses que je fais par semaine, j'en fais 6, 8. Ça m'est arrivé à peu près 4 fois depuis 2015. Ça m'est arrivé 4 fois seulement d'avoir, là j'en ai choisi 2, d'avoir vraiment à pratiquer un exorcisme. D'accord, donc c'est quelque chose de rare. Tu peux pas dire que C'est quelque chose de rare que je ne cherche pas et qui arrive tout seul, qui parle parce que la patiente est en transe hypnotique. Ok. Et deuxième question, après je laisse la place aux autres. Donc le premier cas, il y avait un bébé mort, il y avait Georges. Oui, oui.
Oui. Dans le deuxième cas, est-ce qu'il y avait un mort dans la famille ou... En fait, ce petit garçon, là, Joseph, Ouais, elle n'a jamais su qui c'était. Et elle l'a jamais retrouvé. Il n'y avait aucun Joseph dans sa famille, ça correspondait à rien. Elle a questionné ses sœurs. Et en fait, à aucun moment, elle ne sait pas. Elle n'a pas eu de réponse par rapport à ça. La seule chose, si je me souviens bien, c'est que Joseph paraissait d'être une autre époque. Ça correspondait pas. Elle était persuadée que c'était une âme qui avait beaucoup d'années. Enfin, je veux dire qu'elle n'était même pas du 19e ou du 20e siècle. Elle avait vraiment l'impression que c'était une âme beaucoup plus vieille. Après, est-ce qu'il y a eu... Elle ne sait pas. Elle ne sait pas à quoi le rattacher. ok, merci. J'ai une Je ne question, sais pas Fabienne. si Brice Ah, vous a... Richard, Brice t'avait donné les vidéos ou pas? Non, j'ai pas les vidéos. Parce que c'était un peu compliqué, parce que je voulais qu'il floute le visage, mais en même temps, comme on voyait un peu trop le visage, c'était un petit peu embêtant, parce qu'en fait, j'ai les vidéos. D'accord. Ok. Alors déjà, il y a Chris qui a levé la main. D'accord? Oui, non. Chris, tu voulais poser une question? Bon, je ne sais pas. Il disparaît. Alors moi, Oui, j'aurais bien posé une question, s'il vous plaît. Christelle. Bonsoir. Vas-y, vas-y. Moi, je suis formée à l'hypnose avec la FNH, mais je suis également formée à l'hypnose de Dolores Cannon, spécifique aux vies antérieures. Je ne sais pas si vous connaissez. Et ma question était, ça me fait réagir avec le deuxième cas, quand vous parlez que la patiente pensait que l'âme avait une ancienneté certaine. Est-ce que vous pensez que ça aurait pu être une ancienne vie à elle qui remonte aujourd'hui avec le recul? Je réfléchis et... Non, je ne pense pas. Non, 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 je ne l'ai pas ressenti comme ça. d'accord, ok, d'accord. Il faut écouter notre ressenti, en fait, pour savoir si Oui, c'est oui. J'ai ou si pas... ça vient d'une Non, ancienne. non, parce que ça m'est arrivé d'avoir des régressions, d'avoir des régressions avec des gens qui se retrouvaient sous une autre forme dans des vies intérieures et c'était pas du tout la même chose. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? oui, moi juste au nom de Dolores Cannon, j'ai une amie qui s'est passionnée pour Dolores Cannon et donc qui m'a demandé de lui faire des sessions d'hypnose pour explorer les mondes extraterrestres. Ça m'a juste fait un écho. Mais alors, c'est très marrant parce que des fois, quand les gens ont une demande spécifique comme ça, pour moi, en tout cas, il y a des fois où ça marche pas du tout, ça les emmène ailleurs. Je sais pas. Toi, moi, si ça avait été un client, je sais pas, j'aurais peut-être pas accepté. Là, en tant qu'exploration avec une amie, pourquoi pas, mais je sais pas comment Non, je Jen, vous pense voulez pas que ça puisse être une réagir. demande. À chaque fois que c'est arrivé, la personne venait pour une autre raison, dépression, insomnie, addiction, mais absolument pas dans ce but. Et je ne recherchais pas ce but en particulier. Ça va assez vite, ça ressort assez vite, mais personne s'y attend. Ni le patient qui comprend pas du tout au départ ce qui se passe, ni moi. Moi, je comprends vite qu'on va avoir affaire à une autre âme ou un autre esprit, comme on veut au niveau de l'appellation, mais le patient s'y attend pas du tout et n'est pas du tout dans cette demande. Et d'ailleurs, je pense que si un patient venait me voir pour me le demander, je n'accepterais pas. Oui, c'est à quel point est-ce que les clients de Dolores Cannon, venant avec cette attente, l'expérience n'était pas un peu biaisée déjà, je sais pas, hein, ça pose question, mais en tout cas, les possessions comme ça spontanées, moi, c'est très intéressant. Enfin, parce que
c'est pas attendu, les gens viennent pas pour vivre Il n'y a un pas de exercice. manipulation, il n'y a pas d'hystérie et il n'y a pas à un moment donné, justement, s'il y a une demande, une recherche à tout prix de vivre comme ça une expérience. C'est, là, il faut faire attention quand on fait des hypnoses aussi par rapport à la personne qui est dans une certaine forme de demande, de ne pas tomber sur des pathologies, de ne pas risquer des décompensations. Voilà. Faire attention. J'ai déjà travaillé avec des schizophrènes. C'est très compliqué. Alice, tu voulais dire quelque chose? Oui, j'avais une question par rapport au profil des personnes. Bon, tu n'en as pas eu beaucoup, il n'y a eu que 4 sur toutes les personnes que tu as reçues, mais est-ce que tu as pu identifier des profils particuliers, des caractéristiques qui feraient que voilà, la porte est Non, ouverte plus facilement? Non? non, Ok. pas du tout. Pas du tout, parce que là, moi, je vous ai parlé d'un jeune, d'un homme de 35 ans, cadre supérieur. Après, une femme de 54 ans, vétérinaire. Absolument aucun rapport entre les deux. La seule chose, oui, qu'on pourrait, c'est que tous les deux, c'était pour une insomnie, dépression, insomnie. Ok. Donc la conséquence, c'est dépression, insomnie. Voilà. Est-ce Et que là, c'était le mal de vivre par rapport à cette habitation, à ce squatter? Est-ce que ça a donné comme résurgence justement ça? Mais il faudrait que j'aille voir si les deux autres, c'était la même chose, je me souviens pas. ok, merci. Dans ta pratique, Fabienne, tu fais de l'hypnose, donc tu es psychologue, hein, c'est ça? Oui. D'accord? Et tu fais de l'hypnose à tous les rendez-vous ou seulement à certains types de rendez-vous? Je dirais, je ferais de l'hypnose à 80%. Quand la personne vient, souvent, elle me connaît du bouche à oreille pour faire de l'hypnose. Elle part déjà avec, mais ça m'arrive. Bah, justement, une fois, quand il y a, pour la schizophrénie, ça m'est arrivé de refuser de garder la personne en psychothérapie pure. Et des fois, je fais un mélange. Je fais une hypnose, une psychothérapie, j'alterne si la personne a besoin aussi d'avoir une consultation normale entre deux hypnoses. Ça, c'est vraiment, ça dépend du patient et de sa demande. Mais à 80%, les gens maintenant viennent me voir pour de l'hypnose. Et tu as une Sur une obédience, semaine comme cette semaine, j'ai une psychothérapie sur le tas, une seule. et tu es d'obédience, entre guillemets, plutôt ericksonienne, hellmanienne, il y a une façon particulière d'appréhender la chose. Ericksonienne, pas du tout hellmanienne. Ok. Parce que Merci. j'utilise pas de script. Hmm. Une question, j'ai encore une question. Est-ce que tu as une spiritualité spécifique ou très large? Alors, au départ, pas du tout. Enfin, moi, je suis baptisée, non croyante, non pratiquante. Et en fait, avec les hypnoses, mes croyances ont changé et je crois de plus en plus à la réincarnation. Alors qu'au départ, pas du tout. Au départ, j'étais plutôt agnostique, Oui. pas du Ouais. tout Spiritualité croyance. Et de toute façon, je crois pas. Bon, les religions, quelles que soient, ça fait pas partie de mes croyances. La réincarnation, bah oui, forcément, parce que c'est quand même un travail qui me demande. Moi, je suis un peu comme saint Thomas et je me suis bien rendu compte qu'il y avait quelque chose d'autre. Donc, bah, ça avec de plus en plus, avec quelque part des preuves lors des thérapies, oui, c'est de plus en plus, mes croyances sont sur ce type de conscience globale, en tous les cas. En fait, c'est ta pratique qui fait évoluer ta spiritualité et non, Complètement. c'est intéressant.
Mais c'est pas du tout ma croyance de base. Pas du tout. Donc, tu dois avoir de sacrées surprises par moment. Ah oui, c'est clair. Bah oui, ouais, c'est sûr. Mais bon, c'est beaucoup plus parlant justement dans ces cas qu'on peut appeler exorcisme. Là, c'est quand même assez particulier. Quand la personne se transforme totalement, change de voix, change de physionomie, du tout au tout, on peut qu'être interpellé. C'est pas possible autrement. Surtout si on sait très bien que la personne, elle est totalement ancrée socialement, à tous les niveaux, quoi. Médicalement, Médicalement, oui, forcément, ça pose question. tout à fait. Des fois, c'est tellement fort, ça m'est arrivé de demander à Laurent, qui est médecin au SAMU, je lui dis, va voir un peu sur Clinicom si la personne, il n'y a pas de la psychopatho et tout, pour me rassurer quelque part, pour vérifier. Et il m'a dit, non, non, c'est bon, généralement, j'ai pas eu il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il n'y a qu'une table S7 qui avait la main. Je ne connais pas ton prénom. Bonjour, oui, Jean-Louis. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, en fait, j'aurais une question pour vous. Est-ce qu'il est arrivé, par exemple, quand la première hypnose, il y a des gens qui refusent de continuer la thérapie par rapport à la première hypnose, enfin, qui sont Jamais, confrontés un petit peu à leurs croyances? D'accord, jamais. Justement, non, pas du tout. Et c'est très drôle parce que ça les interpelle, mais en même temps, ils ne posent pas trop de questions. Ça devient quelque chose de normal. Enfin, à la fin, ils remettent pas en question quoi que ce soit. Ça Mhm. devient, alors qu'ils sont pas venus dans ces croyances-là, que ça fait pas partie. C'est une découverte aussi pour eux, mais ils ne remettent absolument pas en question ce qui s'est passé après. Comme si c'était D'accord, une évidence. ok. Et vous, par rapport aussi les gens, par rapport aux croyances des gens, et vous, quelle est votre posture par rapport à ça quand vous les accompagnez? Quelle est votre posture par rapport justement enfin, aux squatteurs, enfin, comme vous les appelez les squatteurs? Parce que moi, j'étais formé aussi à l'hypnose spirituelle. Il m'est arrivé aussi une histoire un petit peu, voilà, je suis confronté à quelques voix étrangers aussi, donc voilà, donc qui étaient plus un peu la Dolores Cannon, un peu compliqué, des hypnoses qui duraient plus de 3 heures, euh, mais que la personne même au final refusait en fait d'admettre que tellement cartésien refusait que une chose comme ça a pu l'arriver en fait, quoi. Donc Je n'interfère pas du tout avec mes croyances. Mes patients, bah, d'accord, ça veut rien de ce que je pense, sauf s'ils me posent des questions à la fin, mais il n'y a pas de remise en question, ils vont jusqu'au bout et enfin, je n'ai pas connu de remise en question par rapport à ce qui s'est passé, mais ils m'ont pas dit qu'est-ce que c'est. Au départ, oui. Est-ce que je suis pas schizophrène? Est-ce que je suis pas folle? Des choses comme ça, où je les rassure par rapport à ça. Mais après, au niveau croyance pure, on n'en parle pas. d'accord, ok. Merci beaucoup. Ouais. Il y en a d'autres qui veulent intervenir, qui n'auraient pas parlé. Ah bah s'il n'y a pas de questions, je sais pas. Ça me traverse juste l'esprit. Moi je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'ai eu une séance comme ça de vraiment quelqu'un qui changeait de voix, qui changeait d'apparence, de regard. Et après, j'ai moi-même été squattée partiellement, mais c'est une kinésiologue qui s'est chargée de d'enlever la chose. Mais voilà, pardon, c'était juste une réflexion. Ouais, c'était justement ma question. Quand du coup ça s'en va, où ça s'en va alors? Eh ben, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas où ça s'en va. Ben, Donc du coup, ça peut arriver aussi chez vous alors. Parce que si c'est entré, si ça s'en va, c'est que c'est entré. Oui, mais est-ce que c'est pas entré au moment de la conception de l'enfant? J'en sais rien. Ça fait combien de temps que cette âme habite à chaque fois?
j'ai pas la réponse. Est-ce que, est-ce que, est-ce que je me suis sentie en danger par rapport à ça? Ouais, une fois, oui. Ouais, une fois, oui. Ouais, une fois, je me suis sentie en danger. Mais après, en fait, je crois que la fois où je me suis sentie en danger, je me suis dit que j'ai fait confiance à mon propre inconscient, en train de lui dire, bah, écoute, tu te débrouilles, mais tu me protèges, quoi. Moi, je suis là comme un passeur et c'est à toi de te débrouiller. C'est à toi de te débrouiller pour me protéger. Et après, une fois que je me suis dit ça m'a rassurée. Très bien. Au revoir, Ghislaine. Moi, j'avais une question à poser. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, Pour un peu j'entends. pour les récits. Euh, J'en ai même deux. La première, c'est entre les séances, à la fin de la première séance, où la chose se produit, comment tu peux être certaine de pouvoir laisser partir quelqu'un euh, sans problème pour lui ou pour elle par la suite? Est-ce qu'il y a des choses liées à ton expérience qui peuvent être partagées pour que ce soit bien? Et la deuxième question, c'était pendant que ça se passe, tu parlais de faire une bascule entre la charge consciente et l'inconscient avec des dissociations D1 pour bien maintenir la personne ici sur place en toute sécurité tout en laissant libre recours à son inconscient. Euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais partager aussi pour mesurer le dosage en fait? Comment tu peux savoir, entre guillemets, que le conscient n'est pas absorbé, parfaitement éteint au moment où ça s'exprime ou des choses comme ça. Je ne sais pas si je suis clair dans mes questions. Oui, alors pour la deuxième question, je dirais que je le vois avec le signaling. À partir du moment où l'inconscient est toujours capable, grâce au signaling qu'il a choisi à répondre, c'est qu'il est toujours présent. Quand il ne me répond plus, à ce moment-là, je sais qu'il est écrasé par le conscient et à ce moment-là, je réenfonce l'hypnose pour pouvoir refaire de nouveau, laisser la place à l'inconscient dans le signaling. La preuve de sa présence, c'est le signaling. Et ta première question, c'était par rapport au patient, Oui, c'était si ça posait pas de problème lorsque je fais partir l'autre esprit, l'autre âme, c'est ça? non, c'était quand tu fais partir la personne, le client, le patient, je ne sais pas comment on Patient? dit, le patient, euh, qui a vécu donc une surprise parce que venu pour toute autre chose Oui. la première fois, euh, repartir entre les séances, est-ce qu'il y a des choses que tu lui dis, euh, des choses post-hypnotiques ou des choses qui permettent Oui. de garantir un certain équilibre plein et entier avant qu'il puisse revenir te voir la prochaine fois? C'était plus ça le sens de ma question. Tout à fait. Alors, je ne laisse pas du tout repartir le patient dans un état d'être mal, quoi. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, je vais mettre fin à l'hypnose en demandant à l'inconscient, lui disant qu'il va pouvoir revenir et que de nouveau, on pourra travailler ensemble, que pour cette fois-ci, c'est fini, qu'il peut continuer lui à travailler s'il en a l'utilité insidieusement pendant les rêves ou pendant d'autres moments, qui ne va pas gêner le patient qui est venu me voir, donc suivant son prénom. Et je fais toujours en sorte que dans les 10 dernières minutes avant de sortir la personne de l'hypnose, avant sa réassociation, elle se sente particulièrement bien. Donc je fais un ancrage positif, elle se sent bien, voilà, j'amène là, c'est le seul moment où j'amène une métaphore de bien-être, Merci. pour être sûr qu'elle parte en étant, même avant libération, en étant bien. Ça, je fais très attention. Moi, j'avais une C'est question. bon? Oui, Déjà, merci beaucoup. C'était vraiment passionnant.
Merci. Je voulais savoir si ces patients, a priori non, hein, de la description, est-ce qu'ils présentaient un trouble dissociatif de l'identité, comme tu l'avais Non, évoqué au début? non, Non. non. Et est-ce que tu as déjà eu en cabinet des patients qui avaient des troubles dissociatifs de l'identité? Non, j'ai eu des patients schizophrènes, mais pas avec des Ah, troubles de la ok. personnalité. Et Et est-ce que... Ouais, si c'était le cas, je pense que si vraiment j'arrive avec une personne qui me dit bah, que je sens vraiment qu'il y a différentes personnalités en permanence, je ne sais pas si je le ferai seule à mon cabinet. Je le ok. ferai peut-être si on est deux, mais pas toute seule. Oui, et est-ce que tu partirais sur l'hypothèse de rechercher justement d'autres âmes, etc., ou tu partirais sur l'hypothèse de chercher un trauma Non, je partirai sur l'hypothèse de d'autres âmes, d'autres âmes? Ok, directement. Ok. directement. De ton expérience, ok. Oui, oui. Mm. Ouais, c'est très intéressant. Mm. Alors oui, Jean-Louis, est-ce que vous m'entendez? Je sais pas. Oui, j'entends. Oui, alors est-ce qu'en fait, quand vous faites la libération, quand la personne accepte, quand la négociation, on va dire, la négociation a plus ou moins, ils sont au moins, tous les parties sont un peu OK, est-ce que vous demandez une réparation de, par exemple, de libérer, une réparation de ce qui a été fait, par exemple, à l'intérieur du corps, par exemple, de cette personne? Non, non, une fois D'accord. que l'âme est la raison pour laquelle j'oublie jamais la raison pour laquelle le Avant de départ. partir, justement, avant que la personne, avant que la personne, moi, la donné son accord, mais avant de partir, est-ce que vous demandez justement que, avant de partir, euh, est-ce que, enfin, par rapport au corps que tu as occupé, est-ce que tu as fait du mal et compagnie, est-ce que tu peux le réparer ou est-ce qu'il y a, ou pas? D'accord. Non, je ne fais pas. D'accord. Non. Donc, une fois que la personne, en gros, est partie, la personne a retrouvé, enfin, par rapport aux histoires que tu as Sa racontées, place, les personnes ont retrouvé, voilà, ils ont retrouvé, on va dire, leur autonomie, en fait, quoi. complètement. Ils ont retrouvé, je le dis bien à un moment donné, c'est pas possible deux âmes pour un seul corps. Ok. Forcément, c'est impossible. À un moment donné, ça va créer forcément des- une dissociation même à la limite permanente. Je veux dire, c'est pas possible avec deux gènes, de face. Enfin, ça me paraît quelque chose de très compliqué. Et à partir du moment où l'autre âme est partie, les symptômes et la raison pour laquelle la personne est venue me voir disparaissent. Ok, d'accord. Comme Merci s'il y avait beaucoup. une majeure et une mineure, en fait, en plus, en quelque sorte. La personne qui est intégrée, qui est socialement présente, qui travaille, qui est mariée avec des enfants, c'est la personne qui fait partie, en fait, normalement, à qui le corps appartient. Et le Mhm. squatteur, en fait, n'a rien à faire là où il est et il est emprisonné aussi. Enfin, les 4 fois où ça m'est arrivé, il cherchait la libération, quelque part. C'est comme s'il ne trouvait pas la porte. Ok. Que, est-ce que c'est aussi par rapport à nos formations diverses, par rapport à vous, en fait, par rapport à vos pratiques, et nous aussi, ça peut être aussi par rapport à nos croyances de formation aussi. C'est-à-dire quand on demande par rapport à ce que vous avez fait, par rapport à ce que la façon, moi je pense qu'on est, moi je pense que par rapport à ma formation que j'ai eue, quand on l'a fait, voilà, donc vous par rapport à ce que vous dites, je vois qu'il y a quand même, il y a quand même une, c'est un peu similaire par rapport à la sémantique que vous employez. Et nous, la façon dont moi j'ai été formé dans l'école où j'ai été formé, où on demande un moment, une fois qu'on a eu la négociation, que la personne est OK, ou peu importe l'entité, OK pour partir, on demande réparation. Donc c'est un peu la même chose que par rapport à ce que vous dites, ça revient un petit peu à la même chose. Après, je crois qu'il faut faire avec son intuition. Je pense qu'il faut s'écouter. Je pense que notre propre inconscient est capable, à un moment donné, ce qu'on appelle nous, transfert et contre-transfert, Mm. il est capable, à partir du contre-transfert, d'avoir les bonnes questions
pour attendre des réponses. Je crois qu'à un moment donné, j'écoute en contre-transfert ce qui me revient. Je ne sais pas 2 minutes avant ce que je vais poser comme question. Mhm. Ce qui fait En fait, là, que si j'ai bien, souvent, j'ai la chance de tomber juste. d'accord. J'ai bien compris votre démarche. En fait, vous laissez, vous suivez, quoi. Vous attendez, Oui, vous cherchez oui. pas pour que vous suivez. D'accord. Je Ok. respecte énormément le Oui, patient. oui, oui. Vous n'êtes pas dans l'intrusion, en fait. Pas du tout. D'accord. Et je suis dans le dialogue, la communication et le dialogue. Je dialogue énormément. Ok. Euh, ok. Merci Des fois, beaucoup. il y a des patients qui ont des symptômes et je suis obligée de dire à l'inconscient, non, mais là, ils trouvent des solutions qui ne sont pas en accord avec les possibilités sociales. Je veux dire, si on a un patient comme solution, son inconscient pour des traumas commence à lui dire d'aller se balader à poil, par exemple, ça, c'est pas socialement possible. Donc, à un moment donné, il faut dire à l'inconscient qu'à 5 ans, il faut lui dire, non, mais là, enfin, je veux dire, il y a une espèce d'immaturité aussi dans l'inconscient. Donc, à un moment donné, il faut lui dire, mais non, c'est pas socialement possible. Il faut que tu trouves autre chose, quoi. Hmm. Ok. Alice, tu as levé la main? Oui, j'avais encore une question, parce qu'une question n'amène une autre. Par rapport aux personnalités multiples, si l'hypothèse c'est que c'est des possessions, comment savoir quelle est la bonne personnalité, la vraie, et comment choisir lesquelles doivent partir? J'avoue que, comme ça m'est pas arrivé, je pense que je garderai la personnalité qui est venue me consulter. D'accord, Ouais. c'est intéressant. Parfait, merci. Moi encore, je voulais juste intervenir par rapport à ce trouble dissociatif de l'identité. Parce que, en fait, je suis psychiatre, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais nous, on a tendance à dire qu'il faut réassembler, en fait, toutes ces... Du coup, je sais pas quoi, mais... Et là, avec les âmes, ça me paraît plutôt l'inverse, en fait. Je dirais que ça dépend. Je dirais que la réassociation, s'il y a une dissociation, oui. Dans le cas, par exemple, de la schizophrénie, on pourrait tenter, si on part du principe que la personne est dissociée en cas de crise, on pourrait tenter une réassociation. Mais c'est pas du tout la même. C'est pas du tout la même chose, parce que là, on est dans quelque chose qui sert un délire, une hallucination. Donc, on sorte la personne de son délire et de son hallucination en la réassociant grâce à l'hypnose, c'est une chose. Dans ce cas d'exorcisme, on est vraiment en présence d'une personne tierce, alors que au niveau psychologie, la personne sait qui elle est. Elle n'a pas de délire ni d'hallucination. Donc, on n'est pas du tout sur la même approche au départ. Je pense que la réassociation, on peut la tenter. D'ailleurs, je connais un psychiatre qui le fait sur Toulon. On peut réassocier en cas de dissociation une réassociation, mais dans le cas de troubles avec plusieurs personnalités qui chacune, elles ont leur voix, leur personnalité, ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas. C'est très particulier et là, je pense qu'on on va pas tenter de les réassembler en une seule personnalité, mais on va travailler avec chaque personnalité différente en voyant pourquoi elle est là. Oui, en thérapie, on fait ça, en fait. On leur fait prendre conscience de chaque personnalité Et et ça, leur on voit que ça peut. Mais ça, là, c'est un travail plus. Enfin, c'est pas un travail que je fais trop sous hypnose, ça. Mais dans le Oui, travail plus de psychologie, oui, on va demander à chaque patient à chaque comment dire, personnalité de venir, de s'exprimer sur ses attentes. Après, alors dans l'hypnose, on pourrait avoir une croyance comme quoi on se retrouve avec plusieurs esprits, plusieurs âmes à l'intérieur d'un même corps. Mm. Et est-ce qu'on pourrait travailler avec chaque âme? Enfin, voilà, c'est vraiment une question large, mais J'ai pas la réponse, mais je sais que c'est différent des psychoses. On n'est pas dans quelque chose de l'ordre. Quand je travaille, je suis pas dans la psychose. oui. Oui, parce que ça dépend dans quoi on classe aussi le TDI, en fait. Parce qu'il y en a Complètement. qui vont le classer au stade au-dessus du borderline avec des psychotraumas complexes. Et il y en a d'autres qui vont le mettre dans la psychose, pas la dissociation du trauma, mais vraiment la dissociation comme le schizophrène. Donc c'est vrai que ça peut être pas forcément évident.
Et quand je fais mon anamnèse, c'est pour ça que je fais jamais d'hypnose en première intention, que j'attends toujours rendez-vous. Et en anamnèse, je fais très attention à l'étiquetage du patient qui arrive, parce que si je ne me fie qu'à mon diagnostic à moi, je fais attention voilà, je fais attention à qui j'ai en face. Et en ce moment, la mode, c'est la bipolarité. J'ai pour tout absolument incroyable. Avant, moi, quand j'étais plus jeune, c'était borderline, on est collé à tout. Donc, je fais moi-même mon propre diagnostic. Ok, merci beaucoup. De rien. Bon, d'autres questions, d'autres sujets qui veulent être amenés J'ai une dernière question qui Oui, vient de- vas-y. Alors du coup, c'est pas sur les TDI, hein. C'était par rapport à la réparation. Je sais plus qui en parlait tout à l'heure. Mais est-ce que, par exemple, parce que parfois dans l'hypnose spirituelle, on va réconforter aussi les âmes pour le coup. Est-ce que là, c'est quelque chose que vous pouvez demander aux patients, de demander pourquoi l'âme, elle est venue? Pour- Est-ce que on va demander voilà, réparation à l'âme ou la réconforter pour qu'elle trouve le chemin ou quelque chose comme ça? Alors, c'est encore une fois, je laisse faire. Je ne propose rien parce que je pars du principe qu'en proposant des choses, ce serait mes propres attentes à moi, qui ne sont pas forcément la vérité du patient. Ça serait tomber peut-être à côté d'une attente. En revanche, la deuxième fois, elle a bercé cet enfant. Elle l'a vraiment bercé avant d'accepter qu'il s'en aille. Alors, quelle était leur relation? C'est un peu particulier parce que justement, à un moment donné, elle m'a dit, c'est l'enfant que je n'ai pas eu. Alors, est-ce que cette âme, elle n'avait pas non plus désiré, sans le savoir, la garder au fond d'elle, dans son ventre, et s'en séparer parce qu'elle n'avait pas eu d'enfant? J'ai pas toutes les réponses, mais elle a choisi de la câliner avant de la laisser partir dans quelque chose de mélancolique, dans une acceptation d'une rupture tous les deux. Mais encore une fois, je laisse faire le patient. Je estime que je ne détiens pas sa vérité et que je ne vais pas lui demander des choses qui seraient contraires à ses attentes. Je ne sais pas quelle est, quand il découvre qu'il y a une autre âme, comme Georges pour le premier, euh, bah, il lui dit, je suis désolée, on ne peut pas être ensemble, comme quelque chose d'autre, mais s'il avait dû regretter qu'il parte, j'aurais certainement eu un autre dialogue et une autre communication. Donc, je laisse faire. Le patient décide, l'âme du patient, l'inconscient du patient décide tout seul de ce qu'il a à faire. D'accord. Je crois en la force des inconscients. Comme je fais confiance aux miens, justement, pour me protéger. C'est intéressant parce que j'ai déjà entendu des histoires justement sur les femmes qui ont du mal à tomber enceinte, justement de d'âmes qui seraient dans les ventres. Alors, quel type d'âme, pourquoi, tout ça, je sais pas, mais c'est des histoires, enfin, j'ai déjà eu plusieurs voilà, rapports de cas cliniques comme ça. Après, nous, enfin, tous autant que nous sommes, nous n'avons pas les vraies réponses. Mm, Mm. Comment dire, on peut aider de mieux possible la personne, la raison pour laquelle son mal-être l'a poussé à venir, ses symptômes, ses difficultés, mais à aucun moment on détient sa vérité et on a justement, on a nos propres croyances, mais on ne sait pas. En fait, on n'a pas il faut accepter de ne pas avoir la réponse à tout et de pas, voilà, bien évidemment. On ne sait pas ce qui se passe après la mort. On n'a pas les réponses. On a nos croyances, c'est tout. Donc, comme le patient, il a ses propres, je n'interfère pas par rapport à ça. Je suis très écologique. Tu veux pas rentrer au gouvernement? Ben, c'est une idée, hein, des fois. Franchement, je sais pas, mais des fois, quand même, surtout à l'heure actuelle, on se dit que peut-être on ferait mieux quand même. Peut-être. Pas sûr. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres points
que vous aimeriez aborder, profiter de Fabienne. C'est la future ministre, hein, vous avez entendu, elle est prête à rentrer au gouvernement, donc il faut qu'on en profite. Hein. Ouais, je sais pas si c'est une bonne idée, parce que franchement, ça doit pas être drôle. Hein. Non? Bon, bah, alors, au nom de Brice, moi, je vais te remercier beaucoup pour ce que tu nous as proposé ce soir, tes partages, ta bonne humeur. Puis c'est pas forcément facile de répondre au pied levé à tout le monde. Hein. Donc, bah, merci à toi, merci à tout le monde d'être venu. Merci, Puis, merci Richard. ah, bah, moi, j'ai rien fait. Hein. Donc, merci à tout le monde. Et puis, je crois que la prochaine sera dans grosso modo 3 mois. Je ne sais pas si ça sera du coup en décembre ou en janvier. Mais là, je laisserai le maestro niçois revenir vers nous tous. Voilà. J'ai compris qu'Alice allait nous faire une communication, c'est ça? Par rapport à ta proposition dont tu nous as parlé. Donc, tu vas nous envoyer un mail à tous, c'est ça? Si tu veux profiter de cette fin pour redire 2, 3 éléments. Oui, non? Non? Ok, bon, bah écoute, on verra tout ça. Bah, merci à tout le monde alors. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, bonne fin de Merci. soirée. Bonne soirée à Bonne tous. soirée à tous. J'arrive Merci, pas à au remettre revoir. mon micro, mais j'enverrai à Brice peut-être et il pourra répercuter aux personnes du groupe. Ouais. Ok. Donc, Merci. on attend de tes nouvelles d'ici quelques temps. Merci. Voilà. Au revoir. Merci.